Bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. En ce 26 mai 2021, j'ai le grand plaisir de passer une heure ou presque avec Stéphane Belinski de la firme d'hygiène électromagnétique 3E. Bonjour Stéphane. Bonjour. Si tu veux ouvrir ta caméra, s'il te plaît. Alors, salut. Alors, je voulais parler un peu avec toi. Je suis très content de te retrouver. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de Zoom ensemble. Au sortir de cette pandémie, il y a énormément de gens qui sont préoccupés par leur santé et leurs finances. Et ce que je peux dire en commençant, c'est que, ben, écoute, ça fait presque 15 ans, je pense qu'on se connaît. Tu es devenu un ami à distance, mais les gens doivent comprendre que euh, je suis très content de t'avoir recommandé. Ben, je t'ai rencontré quand j'ai organisé une formation en champ électromagnétique et je t'avais recommandé, parce que tu me disais que tu voulais faire carrière là-dedans, je t'avais recommandé d'aller te faire former à l'Institut de biobiologie aux États-Unis, ce que tu as fait il y a 13-14 ans, En quoi, 2007. Ouais. 2007. Et je suis très content aussi parce que les gens doivent savoir à quel point tu as aidé des centaines de personnes, aussi des entreprises. Tu es allé dans une centrale nucléaire au Nouveau-Brunswick pour un électrosensible. Alors, ça témoigne et les témoignages que tu as faits à la Régie de l'énergie, ça témoigne de ton sérieux, ta crédibilité, ton professionnalisme, mais aussi le fait que tu as vraiment le cœur à la bonne place. Par Merci. contre, c'est très intimidant comme domaine, les champs électromagnétiques, puis les gens ont peur de se faire avoir. Et comme moi, je sais que ton souci, c'est vraiment de trouver la meilleure solution au plus bas coût. Donc, ce que je dis souvent aux gens, ben, c'est que vous pouvez commencer par acheter des lecteurs de basse fréquence 60 Hz du courant d'Hydro-Québec à 200 $. Il y en a un sur ton site, un gigahertz, qui s'appelle comment encore le modèle? Le Gigahertz Solution, le ME3030B, qui est l'entrée de base, c'est je vous dirais, pas mal le seul appareil fiable pour détecter les champs électriques basse fréquence, effectivement, et le Champ champ magnétique magnétique. en nano-Tesla. C'est C'est des ça. appareils directionnels, donc il faut quand même prendre le temps de l'apprivoiser, mais c'est quelque chose qui va bien vous servir pour comparer aux normes de Bow Biology. Et ça, on peut aller sur buildingbiology.com pour les voir, mais aussi sur ton site Sur mon site web, ils sont déjà em3.com. disponibles. Ils vont être disponibles plus clairement bientôt. Là. On est en train de tout reventer ça. OK. Puis je vais afficher ton site tantôt. Puis pour les hautes fréquences, je recommande le Safe and Sound. Ça, c'est le Pro à 500 $, mais pour le grand public, je recommande celui à 200 $, le classique. Oui. Et je leur dis qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les chiffres. Est-ce que ma batterie est à terre? Je ne l'ai pas éteint hier. Je l'ai prêté à quelqu'un, en fait, Que je hier. sorte les miens. Ah, ma batterie est à terre. Ben, Euh, j'ai les deux modèles avec moi, quelque part. mais ce que je dis Ben, aux gens, c'est que comme il y a des lumières clignotantes là-dessus, si vous êtes dans le vert clignotant ou le vert solide, des fois dans le jaune, ce n'est pas dramatique, mais qu'il ne faut pas vivre dans l'orange ou le rouge. Et ça, c'est pour les choses simples, mais quand est-ce qu'on a besoin d'un inspecteur électromagnétique? C'est quand on n'arrive pas à trouver des solutions. Et je voulais commencer avec toi, avant de parler des hautes fréquences, le sans fil qui est plus dangereux, quand même, les basses fréquences, ça peut vraiment être dangereux, les problèmes de filage et d'électricité sale. Alors, c'est ce que j'aimerais que tu nous expliques. Mais d'abord, dis-nous un peu ton background, ta formation. Qui es-tu et d'où viens-tu? oh mon Dieu, un petit CV ce matin. Je vais aller J'ai une chercher des longue route. batteries. Vas-y, une- je reviens dans une minute. Vas-y, présente. J'ai un long parcours de vie à ce niveau-là, avec de longues formations. Euh, je suis technicien d'entretien d'aéronefs initialement, 3 ans en technique, une autre année en sciences pures. Après ça, 3 autres années à l'université avec une autre année en sciences pures. J'ai pris des cours un peu éclectiques selon mon envie. Donc, ça inclut des cours de chimie, physique, neurosciences, biologie, bien sûr, tout ce qui est cours techniques. Donc, j'ai suivi un peu mon cœur là-dessus. Je n'avais pas d'agenda particulier par rapport à cette formation-là, mais je suis un gars travaillant, puis je ne suis pas la meilleure à l'école, mais dans la vie, j'ai une facilité à diagnostiquer et à comprendre l'interaction
des systèmes. Donc, que ce soit de la pneumatique, de l'hydraulique, de l'électricité, de l'avionique. J'étais très habile à ce niveau-là. Donc, rapidement, je me suis taillé une petite place dans quel milieu que j'ai travaillé. J'ai travaillé un peu dans l'aviation, mais surtout dans le camionnage, parce que là, j'ai fait de la gestion de flotte, etc. Ensuite de ça, on a fait de la gestion de rénovation et de construction, que ce soit au niveau des fermes ou du corporatif. Donc, j'ai eu la chance aussi de prendre des cours au niveau du code d'électricité. Donc, en fait, mon CV, je l'ai un peu monté, mais sans savoir qu'un jour, je serais technicien en hygiène électromagnétique. À un moment donné, j'ai fini une carrière, puis je voulais un nouveau défi. Je suis un gars de cœur. Moi, ce n'est pas l'argent qui me drive, c'est vraiment la tâche. J'ai toujours voulu servir. J'ai même fait du service militaire un certain temps. Donc, pour moi, tant qu'à être incarné sur cette planète-là, c'est de faire quelque chose de bien, puis de léguer quelque chose de bien aux futures générations. Et là, on s'aperçoit très clairement que ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Donc, je voulais être un agent actif là-dessus. Donc, j'ai une longue carrière dans plusieurs industries qui m'a amené un moment donné à décider de faire le métier que je fais parce que ça rassemblait, aussi bizarre que ça peut se paraître, toutes les formations Oui, et c'est ce que j'allais dire. les professions que j'ai faites sont réunies ici. Donc, je me suis lancé, j'ai sorti mes réels, j'ai acheté les meilleurs appareils que j'ai pu trouver sur le marché. Je suis un gars perfectionniste. Je suis habitué de jouer avec des interférences électromagnétiques très fines, surtout au niveau de l'aviation, parce que pas grand-chose, ou même au niveau de l'industrie, pas une grosse intensité, mais surtout des fréquences vont faire une interférence machine-machine avec d'autres appareils. Donc, pour moi, ça a été très clair qu'il fallait porter une attention à ça. Puis quand j'ai pris mes cours de neurosciences, c'est là que j'ai vraiment réalisé, on expliquait un peu les organes humains par des circuits électriques avec des petits potentiels électriques. Les membranes cellulaires ont des fréquences, le cerveau a une fréquence, tous les organes ont des petites fréquences de rien. C'est extremely low frequency. Donc, là, j'ai fait le lien avec ce que je faisais et ça, puis j'ai dit, bien là, comment ça se fait qu'on va tolérer qu'on envahisse notre corps avec ces fréquences-là qui sont beaucoup plus élevées que notre fonctionnement du corps? Quand que je vois ça dans l'industrie, je m'attends à avoir une interférence électromagnétique. C'est ça. Donc, En industrie, ils sont très sévères pour tout ce qui peut détraquer les équipements oui. et leur seuil de tolérance est beaucoup plus bas, beaucoup plus sévère que ce qu'on permet d'exposer les humains, mais aussi les animaux. Tu as parlé des fermes, là aussi. On dit que les êtres vivants ne sont pas sensibles aux faibles expositions. C'est faux. On le voit avec le courant qui circule dans le sol qui rend les animaux de ferme très malades et les gens qui travaillent sur des fermes aussi. Hein. Ben, j'ai étudié peut-être un an et demi. J'ai pris une année sabbatique où ce que j'ai. Bon, une année sabbatique, j'étais faire des cours à l'université pour me reposer. Mais j'ai vraiment étudié le sujet parce qu'avant de me lancer là-dedans, je voulais être certain que j'étais dans la bonne voie. Et ce que je peux vous confirmer après 16 ans maintenant, avoir des milliers d'expertises, c'est que les statistiques qu'on voit dans des études legit, là, comme Bioinitiative et tout, je peux vous le confirmer que ce soit avec les humains ou les animaux. J'aimerais bien ça être suivi par des médecins ou un groupe. Les mesures qu'on prend, c'est des mesures avec des appareils calibrés. On suit les méthodologies des appareils et d'Industrie Canada. Et on va regarder ça sur un très large spectre. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont acheter un appareil qui va être peut-être bon ou peut-être même pas bon en partant parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on achète, mais sur un petit spectre. Moi, quand je débarque, je fais tout le spectre. Donc, ça prend une trentaine d'appareils. J'ai des appareils dedans que c'est pour diagnostiquer. Fait que mesurer, c'est une chose, diagnostiquer, c'est une autre. Puis les appareils nous donnent qu'une partie de la réalité. Donc, c'est à la personne qui mesure, qui avec un ou deux appareils, même parfois trois, vont arriver à cerner la réalité, puis aussi les sources, parce que c'est ce qu'on veut saisir. Ben, Les parlons sources. concrètement des maisons, justement. J'ai interviewé Terry Stoughton, S-T-O-T-Y-N, récemment de Kratos Canada, C-R-A-T-U-S, là, qui a le fameux Sign Tamer, S-I-N-E-T-A-M-E-R, qui est un appareil industriel. Ça n'a rien à voir avec la santé des gens. Ils ont découvert plus tard que en éliminant, en filtrant les surtensions causées par la foudre qui va endommager les équipements. Et cette compagnie-là vend à la NASA, vend à Disney, à Nike, à plein de multinationales, à l'armée américaine. Ils ont découvert que c'est extraordinaire parce que ça va filtrer toutes les interférences.
contrairement aux petits filtres, on en parlera tantôt, mais lui, ce qu'il me disait, c'est avant de filtrer l'électricité sale qui vient de l'électronique sur le réseau puis dans nos maisons et qui circule sur notre filage, il faut inspecter le filage domestique si tu as des problèmes de connexion. Et il y en a souvent, c'est pas nécessairement de l'incompétence, des fois c'est parce qu'ils vont vite. Les électriciens, Il y a tellement de installateurs, facteurs. Des fois, ce n'est même pas les électriciens. Moi, j'ai vu des fils pincés par des gens qui ont fait de la rénovation, puis là, des sans le clous. savoir, des clous, des fils. On tolère des fois des boîtes qui bougent un peu, puis ça prend un an ou deux avant qu'on la fixe. Mais là, on a usé un peu le fil. Le fil commence à fuir, pas assez pour faire sauter le disjoncteur, mais assez pour créer des petites dispersions. Donc, ça, c'est des troubles qu'on peut. Quand on fait beaucoup d'entretien, ben, on évite, mais souvent, ben, ce n'est pas le cas. Donc, on va arriver à avoir beaucoup de sources dans une maison. Et d'ailleurs, c'est l'approche que 3E prône, c'est que nous, on veut se débarrasser des sources. La première mission, c'est d'identifier les sources et s'en débarrasser. Si on ne peut pas, on va s'éloigner des sources. Et si on ne peut pas, là, on va proposer toutes les façons d'atténuer, que ce soit des plus artistiques, improvisées, aux plus professionnelles. Et on offre ça aux clients. Mais j'ai une question pour toi parce que j'ai écrit sur les risques d'incendie et l'importance d'inspecter le filage des maisons aux 5 ou 10 ans, selon les experts là, en électricité et en prévention des incendies. Euh, Toi, la plupart des gens ne vont pas faire ça, évidemment, payer un électricien pour passer une coupe d'air dans la maison aux 5-10 ans. Mais toi, j'imagine, tu peux, en mesurant des champs électriques qui viennent du voltage, quand un fil est sous tension, et les champs magnétiques du courant qui circule quand on allume un appareil, c'est l'ampérage. Toi, quand tu vois des problèmes de champs électriques et magnétiques, comment tu peux savoir ou soupçonner et recommander une inspection par un électricien? Oui, ben en fait, avec des instruments sophistiqués, je dirais, en tout cas calibrés, et quelqu'un qui sait les utiliser, parce que ça, c'est une autre chose. Avec le temps et l'expérience, on vient à savoir que telle source ou telle fréquence vient normalement de telle installation. Donc là, ça nous aide, une fois qu'on détecte ça, de partir à la chasse, comme j'appelle, pour diagnostiquer la source, pour essayer de l'éliminer une fois qu'on l'a identifié. Donc, dans une expertise complète, il est inclus des vérifications de circuits, à savoir si on a des circuits balancés ou pas, qui vont causer de fortes expositions de champs magnétiques et qui sont Ça veut assez. dire quoi, balancer? Un circuit non balancé, c'est qu'on va avoir une consommation électrique sur un circuit, mettons, de 3 ampères. Et j'ai peut-être 1 ampère qui va retrouver son chemin au panneau, mais par un autre chemin que le neutre qui accompagne le vivant. Le Et là, neutre, on c'est va le faire une courant. boucle. Le neutre, c'est le câble de retour du courant vers le panneau. Hein? Voilà, donc le noir, normalement, puis là, il y a toujours exception, le noir ou le rouge, c'est le vivant, le blanc, c'est le retour. Et dans le 120 volts, on a du retour, ce qui est Attends, le différent. rouge, c'est le vivant, le courant qui rentre. Excuse, le noir, c'est le courant qui rentre, qui circule. Le rouge, c'est le retour. Non, le rouge et le noir, c'est des codes qu'on Oui. va voir parce que moi, je fais toutes sortes de bâtisses. Hein, on voit des bâtisses qui ont 150 ans. Là. Donc, il faut s'habituer. Puis, ce n'est pas tous les électriciens qui suivent les codes de couleur non plus. Et des fois, ben, ce n'est pas un électricien qui a fait des travaux. Mais répète-le lentement, ça doit être quoi les couleurs noir, rouge et Ben, blanc? normalement, noir et rouge, c'est du vivant. Blanc, c'est du retour. Vert, c'est du mise à la terre. Ah, OK. Je cherchais la mise à la terre. OK. Le noir et le rouge, c'est les 210 volts qui rentrent, Oui. qui sont vivants. Ouais. Donc là, ben, quand on va consommer quelque chose, soit sur un circuit ou un appareil va consommer quelque chose, si on n'a pas un retour égal du même neutre qui accompagne le vivant vers le panneau, on a ce qu'on appelle une boucle de champ magnétique. Mais les boucles, on peut les retrouver de façon différente. Ça peut être sur un circuit plus qu'un autre, ça peut être sur un éclairage, par exemple. Ça peut être aussi sur des courants de plomberie qu'on va retrouver dans des milieux urbains où on a des fuites dans les mises à la terre qui sont connectées. Et là, on a une connectivité métallisée avec les installations électriques et ceux de la municipalité. On échange des courants. Ça fait des boucles entre des maisons, entre des quartiers de rue complets. Et parfois, je peux même vous dire qu'on a des boucles avec des approvisionnements électriques et des quartiers et des maisons. Donc, ça serait plus à Hydro de vérifier ça. Mais pour Mais vulgariser, dans la maison, quand on est sur un aqueduc métallique, la plomberie, ben, l'aqueduc, lui, il rentre toujours en métal. Donc,
la Régie du bâtiment recommande de mettre à la terre le panneau électrique sur l'aqueduc et c'est là qu'il Le, peut y avoir. le Code de l'électricité recommande une mise à la terre, qu'elle soit sur l'aqueduc ou indépendante. Donc, c'est le choix qu'on a. Si vous avez une plomberie en cuivre, ce qui ne se fait plus, vous avez une connexion avec le cuivre et le panneau pour éviter des chocs électriques si vous échappez, par exemple, une radio dans le bain. Mais ce cuivre-là, s'il touche à la municipalité et que, le voisin est mis à terre aussi là, ben, on a des échanges de courant. C'est un fil électrique, en fait. C'est un fil de cuivre qui porte énormément de courant, un gros gauge. Et donc, on va avoir des fuites de courant à ce niveau-là. Mais expliquons pourquoi il y a une fuite. C'est qu'il y a tellement de courant qui rentre dans nos maisons. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'il n'est pas supposé, en général, d'avoir de courant qui tombe sur la mise à la terre. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a du micro-courant qui circule là-dessus? On a choisi au Québec une distribution électrique ouverte, c'est-à-dire qu'au lieu de que toutes soient balancées dans les fils, il aurait pu passer plus de fils, mais aussitôt que les petites charges soient balancées, on fait des mises à terre partout et on balance un peu nos réseaux en injectant du courant dans le sol ou en injectant des choses qui ne sont pas balancées. Donc, si vous avez, mettons, un quartier qui a 50 maisons qui sont tous mises à la terre sur une plomberie, métallisé et qu'il y a un problème, un tout petit débalancement sur une de ces 50 maisons-là ou sur le fournisseur d'électricité, bien, c'est le réseau qui va le prendre. En fait, quand on voit ça, c'est que l'aqueduc municipal fait partie intégrante du réseau de distribution électrique, ce qui est maintenant illégal en France depuis bien des années parce qu'on s'est aperçu que ça faisait de la corrosion sur les installations municipales et donc ça réduit la durée de vie de beaucoup. C'est un problème. Mais dans les nouvelles bâtisses, souvent, ce n'est plus en métal quand ça rentre. Donc, on peut avoir des fois une sortie métallisée de la maison, mais c'est en plastique dans le sol. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut essayer de déterminer. Puis, dépendamment des quartiers où est-ce qu'on va, ça va être différent. Donc, on peut avoir des connexions mises à la terre à l'aqueduc, mais qui sont sans problème parce que je n'ai pas, soit pas de courant qu'on va mesurer, ou sinon, il ne peut pas en avoir parce qu'il y a un diélectrique quelconque, c'est-à-dire qu'il y a une substance dans le tuyau qui empêche l'électricité de passer. L'électricité ne passe pas par l'eau, hein, elle passe par le cuivre à ce moment-là. Oui, ça, c'est une solution pour empêcher le courant de circuler sur la plomberie métallique partout dans la maison. On met une section de plastique à l'entrée. Bien, quand on va retrouver des courants de plomberie, il y a deux choses qu'on doit faire à ce moment-là. C'est de refaire une mise à terre indépendante selon le code d'électricité, puis ensuite isoler le contact métallisé avec la municipalité. Une fois qu'on a fait ça, isoler avec le diélectrique de plastique. Puis, oui. Puis l'indépendante, tu veux dire des tiges dans le sol comme on fait à la campagne? Oui, des tiges ou des plaques, mais avec une impédance idéalement d'autour de 25 ohms, comme l'ancien code le disait. Et là, il faut définir impédance. Pardon? C'est très technique pour le public, il faut définir impédance. Oui. L'impédance, c'est la résistance qu'un câble va avoir à éliminer un courant. Donc, plus la résistance est faible, plus on aura de la facilité à éliminer un courant anormal, un courant comme une anomalie électrique. Donc, quand on a une impédance qui est faible, si on prend un choc électrique et puis là, on a un short qu'on appelle un court-circuit. Donc là, avec une impédance basse, le court-circuit va tout de suite aller dans la mise à terre et en passant par le panneau, va faire sauter le disjoncteur. C'est exactement ce qu'on veut. Si l'impédance ou la résistance à éliminer ce courant de fuite-là est trop grand, à ce moment-là, le disjoncteur va tarder à fonctionner ou ne fonctionnera pas. Et là, le courant de fuite, le court-circuit ne cessera que lorsqu'on va canceller la boucle. OK. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir. Pourquoi je dis ça? C'est que le nouveau code d'électricité dit l'impédance, ce n'est pas grave. On met une plaque et ça fait le travail. Et là, moi, je vais mesurer, mettons, dans les nouveaux développements, les gars ont mis une plaque à 2 pieds dans le sable. Il y a une impédance de 800, 900 ohms, très élevée. Donc, ça ne permet pas. Ça n'a pas de logique. La surtension va pas. C'est pas une surtension, c'est une surtension qui va sur le. Oui. Le court-circuit va choisir un chemin peut-être ou va tarder avant. Fait que là, ce qu'on fait, au lieu de faire des impédances qui ont d'allure, on va poser d'autres petits gadgets dans les prises de courant comme des arc fault, en bon français, je ne sais pas c'est quoi le nom en français. Puis, mais là, le problème, c'est qu'on rajoute de l'électronique, puis souvent, c'est des sources d'électricité sale.
Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une mise à la terre qui est indépendante et qui a une facilité à éliminer un courant de fuite. Et si un court-circuit, bien là, il va passer, le court-circuit va se faire, il va passer par le panneau, le disjoncteur va immédiatement faire son travail. Donc, OK. c'est ce qu'on veut. Mais en plus, pourquoi on veut une impédance qui est faible, c'est que pour éliminer du champ électrique 60 Hz qu'on retrouve dans beaucoup de missiles, ça prend une impédance qui est faible pour attirer le potentiel électrique 60 Hz et l'éliminer des lieux de vie Par la mise à la terre. par la mise à la terre. OK. Donc, il y a ces deux raisons pourquoi on veut une impédance qui est contrôlée. Malheureusement, peu d'électriciens, pas d'électriciens font ça. Moi, j'ai les appareils pour, mais il faut que je me déplace. Ou sinon, on va donner des consignes. Ouais. Euh, Mais dis-moi si je me trompe, ce que je veux expliquer aussi, c'est pourquoi les circuits sont déséquilibrés en termes de... C'est parce qu'on consomme plus d'énergie qu'autrefois, puis les fils n'ont pas été grossis hein, pour s'adapter, c'est ce que j'ai lu, à notre consommation non, supérieure. en fait, Non? les fils ont été réduits. Ouais, Il y a des choses que pour moi, ce n'est pas logique dans le code, là. Mais ouais. les fils ont en fait été réduits. En fait, à mesure que le temps avance, il me semble qu'on réduit tout. Mais, C'est mais- sûr, mais encore pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que le courant qui rentre, c'est comme l'eau qui rentre dans un boyau d'eau si on veut. que je suis en train d'accrocher après mon mur dehors, justement, comme je te disais tantôt avant de commencer. Et pourquoi est-ce que 100% de cette eau-là ne sort pas par le neutre et veut fuir ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des fuites ailleurs? Il y a beaucoup de raisons potentielles. Ça peut être une anomalie électrique dans le sens où on a des enfreintes au code d'électricité, si on en trouve. Ça peut être une rénovation qui a été faite, puis on a pincé un fil ou on a déplacé une boîte. Ça peut être une fuite entre des fils. On a déjà vu même des fils qui avaient un problème de manufacture. Des fils Ça va être à des conduits de métal aussi, tout ce qui est métallique. normalement, sont isolés les fils. Ça ne devrait pas se produire. Mais on trouve toutes sortes de trucs. On va avoir des appareils qui ont des anomalies. Et là, ils vont fuir du courant par le neutre ou la mise à la terre, mais sans faire sauter le disjoncteur. Donc, cette petite fuite-là, ce court-circuit-là qui va arriver un jour, mais qui n'est pas assez grand pour faire activer le disjoncteur, il va faire une fuite. On a pogné ça déjà. Je me rappelle une fois, on a travaillé fort avec un électricien pendant 2 heures. On a trouvé la fuite venait de la hotte du poêle dans la cuisine qui faisait une petite fuite. On a essayé de trouver ça, ce n'est pas évident. Et le fil passait sous la chambre à coucher du client et faisait une boucle de champ magnétique. Donc là, une fois qu'on a identifié quel circuit faisait défaut, il faut regarder qu'est-ce que sur ce circuit-là peut avoir un impact. Et là, normalement, on va faire l'inspection visuelle. Mais là, dans ce cas-ci, c'était vraiment la hotte qui fuyait. Donc, on a changé de la hotte et on a réglé le problème. Donc, c'est le genre de truc qu'on pourrait retrouver, mais il y a peu d'électriciens qui peuvent faire ça. Ça prend vraiment une pensée de diagnostic. Il faut bien comprendre nos éléments, nos notions d'électricité. Et malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sont bons là-dedans. On a de la difficulté à trouver des électriciens pour faire du diagnostic, d'ailleurs. Et malheureusement, les gens ont des troubles de santé, ils ne savent pas que l'électricité, c'est un des facteurs qui est de plus en plus important dans nos maisons. Parle-nous un peu, moi, j'ai plein de gens qui je fais depuis des années là, qui m'ont remercié parce que leur santé a pris du mieux. Quels sont les problèmes de santé, de qualité de vie que les gens ont le plus souvent? Si on parle du 60 Hz, du courant d'hydraulique qui circule dans nos maisons, et puis quel genre d'amélioration est-ce que tu constates chez ces gens-là? Bien, les statistiques qui démontrent les expositions, les symptômes suite à l'exposition de champs électriques 60 Hz, là, on peut aller les voir là, dans plusieurs études. C'est reconnu pour la production laitière. Donc, on ne veut pas que les vaches soient sous tension et c'est à une petite fraction de ce qui est recommandé pour les humains. Donc, le champ électrique, souvent, on va le retrouver fort soit dans les postes de travail ou dans les chambres à coucher. Il peut venir soit des appareils branchés autour ou du filage dans les murs de la maison, parce que tout le filage fuit dans les murs. Les Et champs il peut venir aussi électriques. des installations extérieures de la maison. Donc, Oui, les gens doivent comprendre que la gaine de PVC des fils puis le gyps, ça ne bloque pas le champ électrique. non. La norme permet 4200 voltmètres sur la peau, alors que les indépendants nous disent qu'à 1 voltmètre sur la peau, on commence à avoir des enjeux au niveau de la biologie et ils recommandent en bas de 5 voltmètres si on prend les mesures de biobiologie.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, les normes suggérées sont très efficaces pour éviter l'électrocution, l'induction ou la cuisson, mais ils sont basés sur ces seuils-là. Donc, même si l'industrie et le manufacturier respectent ces seuils-là, quand on est dans une chambre à coucher, mettons, ou même une production laitière, puis qu'on veut que les êtres vivants soient, disons, en bas de 1 voltmètre sur la peau, ce qui est déjà très élevé parce que la nature, c'est 0. Donc, c'est 1 voltmètre de champ électrique 60 Hertz alternatif, donc 120 changements de direction par seconde, 60 Hertz. Donc, si on veut baisser ça, bien, ça vient souvent du filage qui fuit parce qu'on a le droit à 4200 voltmètres pour être légal. Normalement, autour d'un fil, on va retrouver autour de 300 voltmètres, qui est une mesure de potentiel électrique par distance. Donc, ne pas confondre avec le voltage dans le filage. Donc là, on va réduire ça. Donc, mon travail, ça devient à regarder qu'est-ce qui vient des appareils de la maison, qu'est-ce qui vient de la maison, qu'est-ce qui vient de l'environnement. Une fois que j'ai fait la différence avec tout ça, je peux vraiment offrir des solutions très efficaces pour dire, bien là, votre environnement, il n'y a rien qui vient de là. Si vous gérez vos appareils, la maison est correcte ou pas? Et là, si ce n'est pas correct, bien là, quel mur il faut adresser? Donc, on va aller vraiment chirurgical où on va dire, bien, mais il faut prendre le temps de mesurer avec des bons appareils, c'est sûr. Donc, on va aller chirurgical, dire, bien là, on débarque tel circuit ou on blinde telle partie du mur, puis on va obtenir une baisse au niveau du travailleur ou du dormeur ou de la salle de jeu pour les enfants ou les bébés. Mais pour revenir aux symptômes de problèmes de santé ou de bien-être, quels sont les plus fréquents qui sont liés aux 60 Hertz électriques Moi, et ce que j'ai, magnétiques? c'est en fait, il y a une foule de symptômes, André. Là. Je vais avoir des enjeux au niveau du bruxisme, des sommeils légers, des symptômes d'épilepsie. Le champ électrique va mettre une petite tension constamment dans le corps. Donc, on a des crispations, on a des problèmes musculaires, des problèmes articulaires qui peuvent. Puis souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va accélérer des préconditions qu'on peut avoir. Chacun a des faiblesses quelque part. Donc là, si on fait passer des petits potentiels 60 Hertz partout dans le corps, ce qui n'est pas normal, mais pas du tout. Et si on l'accompagne, ces potentiels-là, en plus d'électricité sale, qui est une autre fréquence, bien, on va avoir ces symptômes-là qui vont aggraver d'autres symptômes. Donc l'idée, c'est qu'on va réduire tout ce qu'on est capable, mais pour les champs électriques 60 Hertz, c'est vraiment un enjeu pour moi que je trouve très important. D'ailleurs, je vous dirais 7 clients sur 10 qu'on atténue qui sont partis d'une forte exposition voient leurs symptômes disparaître, que ce soit des sommeils qui sont non réparateurs, des problèmes de peau, des démangeaisons, des pieds qui n'arrêtent pas, des membres, comme les animaux d'ailleurs, on voit parfois les vaches ou les chevaux, où est-ce qu'ils sont constamment en train de se replacer parce qu'ils ne sont jamais bien, puis ils ne savent pas trop c'est quoi. Puis là, on ne veut pas leur donner nécessairement des Valium pour anesthésier tout ça. Donc là, on va aller vraiment voir c'est quoi ça peut être la source. Puis ça je vais le voir souvent. Fait que pour moi, le champ électrique 60 Hz, c'est un enjeu qu'il faut mesurer et c'est une dimension difficile à mesurer. Ça prend des appareils vraiment bien calibrés, des appareils très sensibles. Moi, j'utilise les meilleurs que je peux trouver sur le marché. Tous mes appareils, c'est les tops qu'on peut trouver sur le marché, sont calibrés. Il faut faire attention parce que le corps humain va changer la mesure sur le site. Donc, quand on mesure, il faut tenir compte du corps humain puis que l'appareil en tienne compte aussi. Souvent, on va faire plusieurs scénarios. Puis, des fois, je vais sortir 2-3 appareils pour tenter de cerner cette exposition-là, que ce soit du voltage corporel ou du voltage aérien, comme des voltmètres. On va souvent faire les deux, surtout pour les personnes sensibles ou les productions animalières, où est-ce qu'on a des enjeux, parce que la plupart du temps que j'interviens, de plus en plus de précautions qui se font, mais la plupart du temps, c'est qu'on arrive, il y a des problèmes majeurs où les gens sont à bout, puis ils ont épuisé tous les solutions qu'il y avait, que ce soit faire du yoga, se remettre à bien manger, faire d'exercice. Ils ont épuisé tout ça, ils ont passé par la médicamentation, ils ont passé par les psychologues parce que là, la médicamentation ne fonctionne pas plus, puis on a des effets secondaires, puis on se ramasse à être victime un peu du marché de la drogue. Donc, là, il dit, bien là, ça se peut-tu que ça soit une affaire comme l'électromagnétisme? Là, on intervient et notre taux de succès est vraiment excellent. Oui, non, ça, je peux en témoigner. Ici, j'ai montré une diapo, ça ne concerne pas le 60 Hz, tu vas y revenir, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que les limites d'exposition recommandées par le gouvernement, c'est vraiment pour éviter les effets thermiques au niveau des radiofréquences.
puis l'induction de courant dans le corps pour les basses fréquences. Ici, c'est une diapo qui montre les effets sur la santé et le bien-être au niveau des micro-ondes, radiofréquences, là, à des niveaux d'exposition minuscules, des picowatts, des femtowatts. Ça affecte nos cellules. J'ai aussi, je l'ai montré, une diapo au niveau, pour revenir sur les champs électromagnétiques, il y a énormément. En fait, il y a beaucoup moins d'études biologiques. On s'est concentré plus sur les champs magnétiques. Mais au niveau des champs électriques, on le sait qu'il y a vraiment, que c'est vraiment bioactif. Dr Miller, que j'ai invité à Montréal il y a quelques années, qui est conseiller de longue date de l'OMS, qui a environ 90 ans, lui avait découvert plus de risques de leucémie chez les travailleurs d'Hydro-Ontario surexposés aux champs électriques. Mais on m'a parlé, entre autres, aussi de problèmes d'allergie et autres. Ça ne me surprend pas que tu parles de problèmes de peau. Immunitaire. Système immunitaire, absolument, si on parle de leucémie. Hein. J'aimerais qu'on parle, parce que le temps file, si tu peux définir c'est quoi l'électricité sale, les hautes fréquences transitoires. Oui, certainement. Bon, j'ai des clients qui sont plutôt prévus. Peux-tu leur parler? Puis... bon, l'électricité sale, en fait, ça n'existe pas vraiment, l'électricité sale. C'est des radiofréquences qui accompagnent notre signal. C'est un sujet complexe. L'électricité sale peut avoir de multiples sources. Ça peut être des sources à l'intérieur de la maison, des sources à l'extérieur de la maison. L'électricité sale va être émise aérien par exemple, un gradateur. On va avoir une fréquence qui va être émise par le dispositif aérien vers la peau, mais qui va être réinjectée dans le filage et redistribuée à travers l'électricité de la maison. On a des sources qui peuvent venir de l'environnement, du fournisseur d'électricité, de la maison. Ça peut être des problèmes au niveau du panneau, au niveau des jonctions. Les jonctions sont corrodées, donc l'électricité a une résistance pour passer là et fait un petit arc électrique, entre guillemets, qui va causer des radiofréquences. Une fois qu'on a ce problème-là, c'est que les radiofréquences se rencontrent dans le filage, s'atténuent ou se multiplient, réverbèrent, rebondissent. C'est un domaine très particulier. Parfois, on essaie même d'avoir des mises à la terre indépendantes extérieures et on se rend compte, surtout dans les milieux urbains, que même le sol en transporte. On ne peut plus s'en sortir. C'est une fréquence qui est très pénétrante. On a la difficulté à la blinder. Il faut faire des doubles blindages en sandwich. On va essayer plein de trucs. Et ce que je m'aperçois, que ce soit pour les animaux de production ou les humains, ça prend une toute petite dose pour avoir des effets. Un peu comme si vous allez sur le site de Santé Canada, je ne sais pas si c'est encore là, mais pour les fluides compacts, ils vont vous dire que statistiquement, ils ont des symptômes de dépression suite à l'installation d'ampoules fluides compacts. Pour nous, c'est très clair et ça se classifie dans la radiofréquence, même si c'est de l'électricité sale, c'est une fréquence de type radio. On a le droit d'aller jusqu'à l'effet thermique, mais c'est un aveu de dire, bien, à 1 milliardième presque de la norme, on va avoir un effet au niveau de la santé. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour en créer et parfois un appareil va être correct quand il est neuf et là, il va vieillir, il va y avoir une surtension ou juste la chaleur ou du vieillissement, puis il va commencer à en créer. Donc, on est toujours un peu sujet à ça. Et l'élimination de ça est quelque chose. D'ailleurs, dans le travail que je fais, c'est une des 4 familles d'ondes qu'on va regarder. Mais c'est très complexe et dépendamment du milieu, c'est compliqué à gérer. Les 4 familles étant? Dans une expertise, 3A, nous, ce qu'on fait, c'est de 5 Hz à 12 GHz précis. On va séparer la basse fréquence 60 Hz et autour de 60 Hz parce qu'on en trouve beaucoup, bien sûr. On va avoir l'électricité sale qui va aller chercher dans les kilohertz et les mégahertz. Et après ça, on va aller chercher pour le champ magnétique, bien sûr, qui est une autre. En fait, le champ magnétique électrique 60 Hz a une seule source, mais avec 2 composantes physiques qu'on va mesurer avec des appareils différents, des normes différentes. Donc, et ensuite, le dernier qu'on va faire, c'est le champ électrique, bien sûr, des technologies sans fil. Donc, tout ce qui est cellulaire, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc, on va faire la différence entre tout ça.
on va regarder qu'est-ce qui provient de la maison, qu'est-ce qui provient de l'environnement. Et s'il y a quelque chose qui provient de l'environnement, avec les sondes que j'ai, on va même analyser par où ça rentre. Peut-être votre fenêtre bloque déjà les signaux. Peut-être que ça rentre juste par le mur, peut-être que ça rentre juste par le plafond. Donc là, on est chirurgical à savoir c'est quoi l'intensité, c'est quoi la fréquence et où est la fuite pour les expositions qui sont imposées de l'environnement à travers les murs de l'habitation. Et donc, les hautes fréquences transitoires, c'est de l'interférence qui vient de tout ce qui est électronique, les appareils qui ont des switch mode power supply ou les blocs d'alimentation à commutation. Il y a des gens comme le physicien Paul Héroux qui enseigne la toxicologie des champs électromagnétiques au futur médecin à McGill, qui dit que c'est probablement la source d'électrosmog la plus dangereuse. Docteur Milham, là, que je présente ici dans cet article, c'est peut-être 60 des cas de leucémie. Alors, comment est-ce qu'on va régler ça? On ne peut pas arrêter d'utiliser tout ce qui est électronique du jour au lendemain, évidemment. Non, on peut régler ça premièrement en faisant une réglementation moins, disons, plus sévère, hein? Moins, en tout cas. Donc, une meilleure réglementation pour contrôler ça. Blinder mieux les appareils électroniques et s'assurer, parce qu'un bon transfo de haute qualité dégagera peu ou pas d'électricité sale. Mais ce n'est pas ça qu'on retrouve sur le marché. Donc, on va avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais pour éviter les sources, c'est vraiment ce qu'on va recommander. Bon, on a des classiques, hein, tout ce qui est flux compact. Malheureusement, beaucoup de LED vont dégager de l'électricité sale, l'électronique en général. Il y a de l'électronique plus tranquille que d'autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand on a fini d'utiliser l'électronique, on va débrancher les appareils sur une barre de tension, par exemple, parce que même un appareil à off peut émettre du champ électrique haute fréquence. Donc, c'est tous des trucs qu'on va recommander et qui sont un petit peu particuliers à chaque milieu qu'on va trouver. Parfois, l'électricité sale vient des choses, même du modem d'Internet. Il y a des modems pour la même sorte, les mêmes modèles, vont littéralement émettre de l'électricité dans toute la bâtisse, dans tout l'environnement. Donc là, vu qu'on n'a pas le choix d'avoir des modems, on va blinder le modem avec des blindages artistiques souvent, mais qui sont très efficaces. Ou sinon, il y a des trucs qu'on peut trouver sur le marché également. C'est quoi un blindage artistique? Un blindage artistique que je vais recommander pour un modem ou un appareil qui émet beaucoup de champs électriques haute fréquence de catégorie électricité sale, si on veut. Ça va être une double paroi métallisée. Donc, ce qu'on peut recommander, c'est une boîte en carton assez rigide. Puis à l'intérieur, on va mettre soit un screen RF ou du papier d'aluminium. Et à l'extérieur, on va mettre une autre couche, soit screen RF ou papier d'aluminium, mais les deux screens ne se touchent pas. Donc, on a un isolant carton, mettons. On a un screen, un isolant, un autre screen. Et là, tout ça n'est pas mis à la terre. Donc, et ça peut être de la moustiquaire de métal qu'on achète à quincaillerie. Oui, quoi qu'il est moins efficace que le moustiquaire RF qui va être plus fin. Que vous vendez, qui est spécialisé. Va capturer les plus fines fréquences plus efficacement. Ça ne prend pas grand-chose pour que ça coule. Là. Donc, des petites mailles. Il faut que ce soit assez aéré pour que l'appareil se refroidisse. Il faut faire attention. Ouais. Mais on a des fortes baisses souvent avec cette simple approche-là. Mais ce n'est pas nécessaire pour tous les appareils. Mais on a du bon succès et ça ne coûte pas cher. C'est vraiment des trucs qu'on peut faire soi-même. OK. Mais si on a plein de hautes fréquences transitoires qui circulent sur notre fil électrique, qui peut venir donc des sources dans la maison et même sur le réseau, quand est-ce qu'on va placer des filtres? Notre dernier recours, une fois qu'on a soit des sources dans la maison qu'on ne peut pas prendre parce que là, il faut faire une révision électrique, il faut changer Comme enlever les rhéostats, ouais, les dimmers. Là, moi, pas juste ça. Des fois, c'est le panneau électrique qui est en cause. C'est la connexion avec Hydro-Québec. Donc, on va faire une évaluation, une inspection visuelle. On va changer les connecteurs qui sont noircis. Des fois, c'est une vieille électricité, on n'a rien à faire. Puis là, les gens n'ont pas les moyens de refaire l'électricité. Donc là, une fois qu'on a tout nettoyé ce qu'on était capable, là, on va rentrer des filtres, qui est la dernière solution. Quand tu dis que c'est noirci, parce que la connexion, elle n'est pas solide, ça fait des hautes fréquences transitoires? Oui, c'est que, mettons, vous avez un disjoncteur, un connecteur en cuivre, puis avec le temps, soit l'oxydation ou l'électricité change un peu la structure moléculaire du métal. Et là, ça fait une résistance. Et ça va faire une émission radiofréquence. Donc, en nettoyant ça ou en changeant les pièces, on se retrouve à avoir une bonne connexion propre et moins d'effets. Et parfois, c'est très difficile à pogner. Là, des fois, avec des sondes, on va essayer ça dans les murs, puis on va dire, OK, j'ai une boîte de jonction cachée là, mais là, fait que là, on va essayer d'atténuer avec des filtres.
ou des peintures, mais les peintures sont moins efficaces pour l'électricité sale, même si on a quand même un bon degré d'efficacité. Fait que là, ça va être des filtres. Et là, il y a plusieurs types de filtres sur le marché. Les filtres, c'est compliqué. Il y a des filtres qui vont être plus efficaces pour certaines fréquences, moins pour d'autres. Il y a des filtres qui, une fois saturés, vont résonner eux-mêmes et créer d'autres choses. Donc, c'est compliqué. Des fois, je vais mettre deux filtres de types différents. Comme moi, je fais Greenwave ou Stetzer. Puis là, les deux vont comme travailler. Puis encore là, ça peut changer parce que parfois, ça vient du fournisseur d'électricité, puis ça change. Tout varie là-dedans. Fait qu'on n'a pas un environnement stable où ce qu'on fait un scénario, on bloque tout, tout est beau. Tu reviens là une semaine plus tard. Ça change tout le temps. Hein? Ça a changé. Là mon équilibre est différent. Fait qu'on fait ce qu'on peut, le mieux qu'on peut. Les fils, c'est toujours la dernière chose que je vais recommander, mais des fois, on n'a vraiment pas le choix. Puis pour certaines personnes, ça a fait une grosse différence. J'ai des cas rares où ce que les gens ils ont sorti les fils, ils ne sentaient pas. Même sur mes instruments, j'avais une baisse. La finale de ressenti n'était pas bonne. Donc, on ressort les filtres. C'est ça que Dr. McDavas, ça, la toxicologue ontarienne qui a travaillé beaucoup avec Dave Stetzer. La majorité des gens prennent du mieux, même cognitivement, dans les écoles, entre autres, mais certains ne les tolèrent pas. Tu m'as déjà dit que les filtres Green Wave vont filtrer des fréquences plus élevées que le Stetzer. Mais oui. D'après toi, pourquoi est-ce que les gens ne tolèrent pas certains de ces filtres-là dans certaines occasions? Parce que soit que le filtre il est incapable de filtrer les fréquences qu'on est pris avec. C'est plus élevé. Ou plus élevé ou plus bas. Okay. Soit que la résonance finale n'est pas bonne. Oui, parce que ça peut empirer. Dans certains cas, ils disent que c'est pire. Dans certains cas, on peut empirer la situation. Et dans certains cas, on va l'améliorer, mais l'instrument va nous donner, en fait, la cancellation de deux électricités sales. Fait qu'on en a plein, mais on mesure le point neutre entre les deux où est-ce que ça s'annule. Mais dans la réalité, l'instrument donne une fausse mesure. Donc, mais ça, c'est avec l'expérience qu'on trouve ces choses. C'est parce que là, on va parler de filtres qui coûtent 40 $. Il y a des gens qui sont des experts à vendre des kits de 20 filtres à tout le monde à 800 $ qui ne vont pas nécessairement, en général, pas nécessairement régler. Toi, tu me disais, des fois, un filtre sur chaque entrée de 110 volts peut régler. Mais Terry Stottin, lui, c'est 1500 $ US en montant, le Sign Tamer. Mais Bonnie Pollock, hyper électrosensible que tu connais, elle ne tolérait pas les filtres, puis elle dit que ça lui a sauvé la vie. Elle est devenue distributrice du Sign Tamer, qui, lui, semble-t-il, va attraper toutes les fréquences. Ça, c'est à voir encore parce que j'ai évalué déjà dans mon travail des Sign Tamer. D'ailleurs, il y a deux sortes, puis j'ai appelé les ingénieurs des deux compagnies. Ils sont très gentils. On voit que ces gens-là essaient vraiment de faire un bon travail. Ce n'est pas facile. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'approche du filtre à l'entrée électrique, accompagné de filtres dans la maison. Parfois, c'est nécessaire. Ça reste à voir. Malheureusement, mon labo, je n'ai pas réussi à avoir assez de financement pour faire ces tests-là, pour s'assurer dans le temps que les dires de ces manufacturiers-là est bon. Parce que dans le domaine où je suis, les dires sont ce qui est écrit dans les pamphlets de vente n'est pas ce qu'on retrouve toujours dans la réalité. Mais lui, il m'expliquait que dépendamment du pays, on va avoir des fréquences différentes à gérer. En plus. Donc, un filtre peut être efficace à un certain pays, dans un certain milieu, puis moins efficace ici. Ouais. Lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que les lecteurs Stetzer ou Greenwave qu'on branche dans les murs, j'en ai un ici. Je te laisse une seconde parce que j'ai des clients, je reviens dans une seconde. Ce qui donne la lecture si on branche dans une barre d'alimentation ici, par exemple. Ma barre d'alimentation est trop loin, mais ce que le distributeur du Sign Tamer disait, c'est que ces petits appareils-là, qui valent une centaine de dollars, vont mesurer les fréquences qui sont interceptées par leurs petits filtres, qui sont en fait juste des condensateurs qui envoient le courant vers le neutre, vers le retour, plutôt que de l'absorber et l'éliminer. Mais il dit que ça va donner un faux sentiment de sécurité quand on branche un filtre et que la lecture diminue, parce que ça ne veut pas dire que ça vient d'éliminer les plus hautes fréquences. Donc, lui, il dit qu'il faut toujours mesurer avec un oscilloscope. Le Sign Tamer, l'as-tu testé avec un oscilloscope? Non, parce que pour bien tester ça, il
faut que j'aie un milieu contrôlé où est-ce que j'ai un 60 Hz pur. Puis là, on va créer labo. des polluants, puis on va pouvoir, hors de tout doute, dire que c'est ça ou pas. Mais pas les roues ne pourraient pas le faire. Tout est pollué. Donc, Mais on pas, arrive pour évaluer quelque chose dans une pollution qui est déjà là. ouais. Mais pas les roues, ils ne pourraient pas faire ça, te fournir Il l'onde faudrait pure. lui demander. Ben oui, il y a un labo chez lui, Ben, ça ne veut pas dire qu'il est capable d'avoir du 60 Hz pur. Là. pur. Quand Ben, son d'un labo fois, était à moi, McGill. ben, au Québec, le livre même pas. Là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est un enjeu. Puis moi, j'ai de l'électricité sale qui vient de l'air. À Montréal, c'est la ligne électrique à l'extérieur qui émet cette électricité sale-là. Ça passe bord en bord des murs. Incroyable. Très difficile à bloquer. Ouais. On va C'est pas le s'attraper. sign timer ou aucun filtre qui va bloquer ça. Parce qu'il faut bien Ben comprendre, non. tous les filtres vont diminuer la dispersion dans le filage. Mais il n'atténuera pas l'émission du dispositif dans l'air vers la peau des gens. C'est compliqué en effet. En tout cas, ça prend un expert comme toi pour aller à l'origine. Pour terminer, parce que ça va très vite, au niveau des hautes fréquences, tout ce qui est sans fil, quelles sont les... Une des questions que j'ai, par exemple, c'est, j'ai une antenne pas loin, l'industrie va dire, oh, c'est de la faible puissance, puis elle est loin, tu n'as pas à t'en inquiéter, c'est ton cellulaire qui est plus dangereux, mais le cellulaire, je peux l'éteindre et pas m'en servir, ou très peu ou jamais. Comment savoir au niveau de l'exposition quotidienne pendant des mois, la dose captée, l'antenne, elle peut être plus importante qu'un cellulaire si j'utilise rarement un cellulaire? Si on regarde toutes les études puis mon expérience sur le terrain, ce n'est pas nécessairement l'intensité qui est un problème, quoique régulièrement oui, mais c'est la fréquence qui est problématique. Donc, une petite fréquence à faible intensité peut être plus problématique qu'une plus grosse. À cause de la durée d'exposition également? Non, c'est que la fréquence est bioactive. Fait que, mettons, si je ne sais pas, moi, j'ai le cerveau au repos qui est autour de 10 Hertz, puis j'ai quelque chose qui pulse autour de 10 Hertz autour du dormeur, bien, c'est tout petit, mais je vais avoir une interférence. C'est un peu comme le mode avion qu'on a sur nos cellulaires. C'est tout petit, l'émission au niveau du cockpit puis des instruments de navigation. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a un mode avion. C'est une interférence de la fréquence vient brouiller la fonction. Donc, ce n'est pas une intensité, ce n'est pas un effet thermique, mais pas du tout. Okay. Donc, quand on rentre dans un milieu, que ce soit le milieu de production, des gens qui sont sensibles ou allergiques à ça, il faut regarder tout ça dans la minutie parce que des fois, ce n'est pas la plus grosse affaire qu'on va sortir, c'est la fréquence qui est la plus bioactive. Okay. Ce n'est pas la dose, c'est l'intensité du signal en termes de hertz. La fréquence, Dave Phil Stature m'avait dit que c'est les Russes qui lui avaient appris que toute la bande des kilohertz, les milliers de hertz, avant les millions mégahertz ou gigahertz milliards, les kilohertz étaient les plus bioactives, les plus nocives d'ailleurs. Ils ont tous leur nocivité, ça dépend de l'intensité, du temps d'exposition, mais également de la fragilité ou de la particularité de chaque personne. Ouais. Donc, pour moi, quand je fais une expertise, on regarde tout le spectre pour la faire une fois pour toutes, puis on essaie vraiment d'identifier les sources, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer sur tout le spectre. Comme moi, je vais dans un endroit, par exemple, où j'ai beaucoup de tours cellulaires. L'intensité peut-être est relativement faible, mais quand je prends un spectre, j'ai des milliers de fréquences sur la peau, donc des milliers de potentiels d'interférence, ce qui est différent, mettons, d'un Wi-Fi à double bande. Maintenant, ils sont tous à double bande, où est-ce que je vais avoir, mettons, 6 fréquences sur la peau, mais très intenses. Donc, est-ce que le corps va mieux tolérer ça que la petite pulvérisation fine de micro-ondes qui vient des 300 antennes cellulaires qu'il y a sur l'île où ces gens-là habitent? Et donc, c'est le nombre de fréquences différentes. Des fois, je vais regarder telle fréquence, je vais dire ça, c'est pas très fort, mais faites attention, moi, je vais passer du temps pour baisser ça. Puis ça, ben oui, c'est fort un peu, mais peut-être on peut le tolérer. Fait que ça, c'est avec l'expérience, puis là, les gens. Mais c'est vraiment la fréquence qui est problématique et non pas nécessairement les intensités. Puis c'est quoi les appareils qui rendent les gens plus malades ou incommodés dans les maisons, selon ton expérience? Les nouveaux Wi-Fi, les nouveaux protocoles de Bluetooth qui ont changé il n'y a pas longtemps, pour moi, on est en plein dans les fréquences bioactives parce qu'il faut bien apercevoir, une antenne émettrice, mettons dans le Bluetooth, va avoir tout le temps 3 fréquences. On va avoir la bande porteuse, on va avoir l'information qui est fixée dessus, qui est très basse fréquence, et on va avoir cette bande-là qui est pulsée à très basse fréquence. Donc, on va avoir une bande porteuse haute fréquence et 2 bandes très basse fréquence. Et quand vous renouvelez votre iOS ou vos trucs, ça peut tout changer rapidement, surtout avec les nouveaux gadgets.
Donc, on va avoir à côté de soi, si on ne fait pas attention, 7-8 dispositifs dans la chambre à coucher qui vont exposer la personne toute la nuit dans des fréquences proches de notre biologie. Donc, les potentiels d'interférence sont très élevés et de plus en plus élevés en ce moment parce que c'est juste l'effet thermique que l'industrie tient compte. Et quand on débranche carrément ces Wi-Fi-là, tout simplement en mettant un câble Ethernet, comme j'ai partout dans ma maison sur mes 3 étages, quels sont les symptômes qui sont soulagés le plus selon ton expérience? Les maux de tête, les problèmes de peau, la mémoire, la vitesse de raisonnement, les problèmes Sommeil? les yeux, les allergies, les gens le système immunitaire, on dirait qu'il est plus fort. Donc c'est dans les plaintes que j'ai le plus et qu'on va régler suite à Wi-Fi. Shut down le Wi-Fi. Mais il y a des Wi-Fi qu'on va les mettre à off, mais les antennes ne se désactivent pas. Il y a beaucoup de modems maintenant qui, même si vous mettez le Wi-Fi à off sur le menu, l'antenne n'est pas désactivée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie a beaucoup d'avantages à garder nos Wi-Fi à on parce qu'on est le produit d'information. Et plus on va avoir de Wi-Fi, plus ils savent ce qu'on fait dans les moindres détails, dans nos moments les plus intimes. Tout est enregistré maintenant. C'est que les compagnies peuvent revendre les données sur nos données de consommation qui valent des milliards de dollars. Qui veut l'acheter? Qui veut payer? Les données vont être vendues. Il ne faut pas se faire... On vend des produits sur mesure sur... Donc, ils ont rendu ça difficile d'éteindre les Wi-Fi. Ils ont rendu ça compliqué. Les gens se découragent. C'est pas facile. J'en parle dans mon édito qui sort la semaine prochaine. Les gens me demandent souvent si je suis hypersensible parce que je parle d'hypersensibilité chimique depuis le début des années 90, puis électromagnétique depuis la fin des années 90. J'ai toujours dit non, pas plus sensible que tout le monde. On est tous électriques, évidemment. Ouais. Mais j'ai eu des expériences quand j'étais jeune, commotion cérébrale, la bouche pleine d'amalgame au mercure, exposition aux pesticides, aux moisissures, je me suis lavé au Varsol quand j'ai peinturé, etc. Donc, on a tous un historique qui fait que ça, c'est un médecin de l'environnement, Dr. Ray de Dallas, feu Dr. Ray qui est décédé, qui me disait que c'est tous des déclencheurs d'électro. On vit dans un cocktail de toxines. Oui. Alors, un jour, je suis allé blinder 2 compteurs intelligents au bureau de poste pour sauver la vie de ma maîtresse de poste qui perdait ses cheveux. Elle aussi avait eu une sorte d'intoxication, mais juste en étant à moins de 6 pieds des 2 compteurs, à un moment donné, j'ai senti ping, ping, comme 2 aiguilles dans ma tête. Ouais. C'est la première fois, je n'en revenais pas. J'ai dit, oh, ça, mais je savais c'était quoi, j'avais lu là-dessus. Ouais. Par la suite, j'ai donné un cours, tu étais là, on a lunché ce midi-là, puis je te disais que j'avais comme un coup de soleil, parce que j'avais parlé pendant 3 heures avec 2 micros sans fil devant mes joues, et c'est vraiment pas une bonne idée. Non. Et tout récemment, j'ai passé une semaine à avoir des maux de tête. Ça m'a pris une semaine, j'ai pas été vite, à allumer mon Safe and Sound. Puis j'étais dans le rouge clignotant, j'étais dans l'extrême. C'est quoi? Ben, c'est le modem Wi-Fi qui est à 3-4 pieds de moi. Cogeco m'a installé la fibre optique, le câble coaxial, puis j'ai dit pas de Wi-Fi, mais c'est téléphone, télévision, Internet. Puis l'autre jour, il y a 2 semaines, on parlait à ma belle-sœur à l'autre bout du lac qui est avec Cogeco également. Puis il y avait des problèmes de ligne. Fait que Maryse a appelé Cogeco. Ils ont débranché puis reparti le modem. Sans me le dire, ils ont mis le Wi-Fi pendant une semaine. Voilà. J'ai vu la différence. Alors, je peux dire que oui, peut-être pas pour rien qu'inconsciemment, j'écris là-dessus. On est tous sensibles, mais personne ne devrait travailler à 3-4 pieds d'un modem Wi-Fi. C'est vraiment dangereux pour tout. Personne n'est obligé d'avoir du Wi-Fi dans une maison. Malheureusement, il y a une désinformation qui existe. Les gens disent Wi-Fi égale Internet. C'est absolument faux. Et ça, c'est des choses qu'il faut combattre. Parce que c'est ce qu'on nous a brainwashé. Ils disent non, Wi-Fi égale Internet. Non, Internet, on peut l'avoir dans un câble. Et c'est plus efficace, plus sécure et plus privé. Mais les jeunes aujourd'hui se sont dit on va canceller le Wi-Fi puis on va aller sur Internet autre. Il y a une levée de bouclier qui se fait instantanément à dire mon Dieu, c'est une atteinte à notre liberté. C'est très grave. Et là, on a de l'ouvrage à. Ben moi, je dis toujours, si je vais dans un hôtel, un colloque, le Wi-Fi, il n'y a pas de problème pendant quelques heures. Je suis bien content de prendre mes courriels. Mais je dis aux gens, vous ne bougez pas dans votre maison. Ils disent ouais, mais j'ai une tablette.
Ben, pour la tablette, il y a justement ce fameux adaptateur vendu par notre Il y a ami des José adaptateurs Lévesque pour tout. qui permet de mettre le câble Ethernet, Ethernet, on l'a ici, l'adaptateur. Donc, ça, c'est pour une tablette comme un cellulaire pour naviguer sans Wi-Fi. Donc, il n'y a plus aucune raison de s'exposer 8, 12, 24 heures par jour Il ne faut pas à du sans fil. oublier, quand on met un adaptateur, c'est très important, il faut désactiver les antennes. Parce que si vous ne désactivez pas les antennes de vos dispositifs, ils vont essayer de connecter constamment. Donc, c'est très important de, oui, se filer, mais s'il y a une garde régulière et il y a des applications qui vont allumer des sans-fil sans vous avertir. Donc, il faut vraiment désactiver les applications qui autorisent d'allumer ces trucs-là et de désactiver les antennes. Ça, c'est très important parce que sinon, une antenne qui cherche pulse très fort, constamment. Donc, il y a des gens qui se filent, mais qui n'arrivent pas à faire la différence par rapport à ça, malheureusement. En terminant, parce qu'on manque de temps, ça, c'est le petit appareil que je recommande. Les gens qui veulent mesurer les hautes fréquences, c'est celui-ci que je recommande. Peut-être au Canada, puis on a une analyse sonore, ce qui est très important. C'est un appareil qualité-prix qui est vraiment remarquable. Ça, c'est l'appareil que j'ai pour les basses fréquences électriques et magnétiques. Puis au niveau des produits d'atténuation, il y a la peinture au graphite, il y a des pellicules, ça c'est la peinture qui est quand même pas donnée. Puis il faut vraiment que tu conseilles les gens hein, pour bien l'appliquer, la mettre à la terre. Oui, mais en termes de blindage, je vous dirais que c'est le plus efficace et le moins dispendieux. 0,3 g de COV par litre sans métaux lourds. Ça revient à peu près maintenant à 1 $ le pied carré Okay. pour une atténuation remarquable de champs électriques et électrique 60 Hz et tout ce qui est sans fil. Puis on n'est pas obligé de faire les 4 murs. On va du côté du mur principal où l'antenne se situe, par exemple. Pour donner des conseils là-dessus, il faut faire attention parce que toute forme de blindage, que ce soit déjà une maison partiellement blindée avec des parements d'aluminium ou des pare-vapeurs d'aluminium, on va avoir des réflexions de micro-ondes. Donc, si on ne met pas le blindage au bon endroit, on pourrait pas avoir la baisse escomptée. On peut Donc, empirer. c'est pour ça qu'on fait des expertises minutieuses d'ailleurs pour dire, ben là, vous faites juste ce mur-là ou sinon vous les faites tous parce que sinon on va avoir. Fait que ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis Mais il il faut faut faire toujours attention. mesurer avant et après. Oui, on fait ça régulièrement si on veut. Mais c'est sûr que si vous avez une immense antenne cellulaire au visage, puis que là, vous savez que dans les murs, vous n'avez pas de rien pour stopper ça, bien là, vous êtes pas mal safe à faire une peinture de ce côté-là. Mais sinon, vous êtes mieux amener quelqu'un de compétent pour bien mesurer. Ça, c'est on met ça sur les vitrages, le Des Swiss Shield. tissus, des tissus d'atténuation. Ça, c'est les meilleurs. Moi, je tiens juste les meilleurs produits au monde. Ça, c'est un tissu suisse. C'est un tissage métallisé et non pas un plaquage. Et il est certifié pour les produits chimiques, autant qu'ils sont capables. Donc, c'est très, très bien. C'est le produit le plus performant sur le marché en ce moment, dans cette gamme d'atténuation-là, bien sûr. Puis, le dernier recours, peut-être le plus efficace ou pas toujours, le baldaquin, qui n'est pas donné. Là, il y a des baldaquins chinois que vous allez trouver à moindre coût. Moi, je tiens des manufacturiers suisses ou allemands. Et c'est soit des plaquages de haute qualité ou des tissages métallisés. C'est des produits qui, si vous faites attention, vont durer très longtemps. Il n'y aura pas de dégradation métallisée, à moins que pour les plaquages que vous utilisez des détergents trop forts ou quelque chose qui va endommager le tissu. Donc, mais c'est sûr qu'on va recommander ça pour des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas atténuer ce qui vient d'autour d'eux. Parfois, ils ont déjà atténué, ils sont tellement sensibles qu'on va mettre un baldaquin plus la maison est atténuée. Parfois, ils disent, ben là, moi, je déménage dans un an, il faut que je dorme bien d'ici à là. En attendant, je vais faire ça. Les baldaquins de voyage sont très populaires parce que les gens en mouvement, les gens d'affaires se retrouvent dans des hôtels qui sont fortement exposés. Donc là, on a une petite tente, c'est un produit allemand que je tiens. On a une petite tente qui se monte en quelques minutes et qui est très efficace au niveau de l'atténuation. J'en ai même qui se mettent à la terre, donc on va aller chercher, on va éliminer du 60 Hz jusqu'au 15 GHz très efficacement. Donc, moi, je fais une veille technique pour tenir les meilleurs produits et offrir ça. Mais oui, il faut investir. C'est des bons produits. Le métal, c'est de l'argent. C'est des tissages spécialisés. Les frais de douane et tout. Ouais. En tout cas, j'invite les gens à visiter ton site em3e.com et tout le moins, s'ils s'intéressent à ça, à commencer à mesurer chez eux. Puis s'ils ont des problèmes de santé, des problèmes
performance au travail, le sommeil, etc. J'invite, en fait, pour moi, tous les appartements, toutes les maisons devraient avoir une inspection électromagnétique parce que souvent, les solutions, il y en a beaucoup qui sont faciles, quand même relativement faciles Oui. et peu dispendieuses. Ah oui, là, personne, je pense, ou presque, là, il y a toujours 1%, là, mais tout le monde a apprécié. Moi, mon approche, elle est technique. Ce qu'on fait est mesurable, c'est scientifique. Donc, je pense que c'est très important. C'est la première approche à prendre. Ce qui se vend beaucoup en ce moment sur le marché, c'est des produits que je dis ésotériques, dans le sens où on va prétendre qu'il y a une atténuation complète de tous les symptômes qu'on connaît, peu importe l'exposition. C'est très populaire parce que tout ce qu'on a à faire, c'est acheter ça, puis pas se soucier du reste. C'est sûr, quand on veut une atténuation technique, il faut regarder, commencer à gérer les appareils autour de nous, passer du filage. Beaucoup de gens n'ont pas de filage. Ça vient des murs, ça vient de ci, ça vient de ça. Donc, mais bon, mon travail, c'est technique et je récupère beaucoup de ces gens-là qui ont investi beaucoup d'argent dans des trucs qui c'est censé atténuer tout, mais tout ce que j'ai mis en labo à date dans ces trucs-là n'atténuait pas, en tout cas pas de façon mesurable. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas, que je ne comprends pas, mais la première approche, c'est vraiment l'atténuer mesurable parce que les gens achètent ces dispositifs-là et là, achètent le dernier Wi-Fi, le dernier cri, puis disent moi, je suis protégé, je peux aller acheter une maison autour des lignes, pas de problème. Et là, ben, je vois ces gens-là 1 an ou 2 plus tard sont maganés, puis là, ils ont investi des milliers de dollars dans des trucs. Et c'est juste quand on atténue techniquement qu'on obtient une différence. Donc, Moi, je sais attention. que j'ai connu des gens avec la biogéométrie, la Shunga, qui ont pris du mieux, mais effectivement, je dis toujours aux gens, comment savoir que ces appareils qui rayonnent vont vous protéger toujours, en tout temps, contre toutes les fréquences. Je ne crois pas à ça. La première chose, c'est de réduire l'exposition aux ondes. Rédiger techniquement, ce que vous ne pouvez pas faire, moi j'ai des cristaux du Québec, je fais de la méditation, j'ai ça, j'aime ça, ça m'harmonise, c'est le fun. Mais tout est atténué techniquement, on fait de l'hygiène électromagnétique. D'ailleurs, tous ces trucs-là sont donnés quand on fait une expertise, on prend le temps de réviser les besoins particuliers de chacun pour les aider à se filer, puis à continuer d'utiliser leur technologie préférée, mais avec une fraction ou même une exposition qui est nulle. Oui, puis c'est ça, c'est vraiment le temps d'exposition. En terminant, le coût des inspections pour un appartement, une maison. On a des coûts fixes pour Montréal métropolitain qui incluent les frais de déplacement. C'est des expertises complètes avec des rapports manuscrits. C'est qu'on va faire un schéma du lieu. On va apposer par code de couleur toutes les expositions qu'on va trouver aux endroits particuliers. La Électrique, personne, magnétique, radiofréquence, voilà les 4 types qu'on a dit tantôt, par électricité code de sale. couleur. Et la personne va pouvoir comparer à une charte de suggestions d'exposition, que ce soit du gouvernement fédéral, des entités indépendantes. Bref, on donne toutes les expositions et donc là, la personne peut décider, voir, constater où est-ce que ça se situe. Et là, si elle décide, ben moi, ce champ-là, il est trop élevé pour moi. Et là, mon travail devient, OK, quelles sont les sources, comment on peut diminuer ça au plus faible coût? Et on obtient des excellents résultats comme ça. C'est bon le tableau que tu fournis parce que quand on voit ce que Santé Canada recommande, puis on compare à Salzbourg, à l'Italie, à la Suisse, on n'a pas le goût de faire confiance à Santé Canada. Donc, les expertises à Montréal Métro, ça va varier entre 300 et 700 dollars. Je vais passer jusqu'à une demi-journée avec vous et c'est très exhaustif. Il y a un suivi qui est fait aussi par la suite au niveau téléphonique parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est laissée. Donc, c'est les tarifs à peu près. Sinon, j'y vais à taux horaire. C'est une demi-heure aller, une demi-heure retour pour Montréal Métro, plus le temps sur place. Fait que parfois, c'est juste une chambre à coucher pour les enfants. On veut faire une rénovation dans une chambre sur une entrée électrique. Donc là, je vais aller vérifier juste cet endroit-là. Bon, ben c'est parfait. Écoute, on s'en prendra sur des sujets plus pointus, mais je pense qu'on était dû pour un bon tour d'horizon comme on vient de faire. Je te remercie infiniment. Merci à toi pour ton bon travail et de la diffusion. On a tellement besoin de ça en ce moment. Merci à toi pour ton magazine que je suis depuis très longtemps, André. C'est un honneur de faire affaire avec toi. Puis merci pour cette interview. Au plaisir. Au plaisir, mon cher. Merci, au plaisir. Bye bye.